Mais je crois que c'est important d'inverser la question et de voir vraiment ce dont l'enfant a besoin dans son développement, de manière à pouvoir fixer une feuille de route aux parents, aux pédagogues. Alors, ces droits de l'enfant à l'ère digitale, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord, bien sûr, d'avoir un environnement numérique, hein, sain, équilibré, adapté à l'âge. Ça ne vous étonne pas. 3, 6, 9, 12, je l'ai imaginé en 2008 pour cette raison-là, tenir compte de l'âge de l'enfant. Le droit de l'enfant à avoir un temps de sommeil adapté, c'est évidemment le droit, un second droit tout aussi important que le premier. Le droit à un environnement éducatif, et de ce point de vue-là, le développement de l'intelligence artificielle va probablement apporter des grands bouleversements dans la possibilité de concevoir des interfaces qui pallient à des handicaps sensorimoteurs, cognitifs, relationnels. Et puis quatrième droit, le droit de l'enfant à des interactions quotidiennes avec un environnement émotionnellement disponible, hein. C'est l'accompagnement, bien sûr, on verra son importance, puis le droit de l'enfant à bénéficier d'une éducation numérique. Donc on va voir tout de suite le droit numéro un, qui est évidemment celui dont on va parler le plus longtemps, parce que, comme on va le voir, les conceptions ont beaucoup évolué depuis quelques années. Donc on commence par les enfants de 0 à 6 ans. Évidemment, la question qui revient toujours, c'est la surexposition. Surexposition des enfants, un temps d'écran trop important. Alors, c'est sûr que un enfant, quand il est au monde et pendant longtemps, il a besoin de pouvoir transformer ses compétences innées en capacités, hein. Il a besoin d'interagir avec tous ses sens, sa motricité, ses diverses motricités, sa sensorialité, et puis il a besoin évidemment d'interagir avec des adultes pour pouvoir apprendre le langage, développer des compétences empathiques. Et il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'alertes sur le fait que les écrans, tous les écrans, entravaient ces différentes formes d'acquisition, hein. Donc, une étude de Zimmerman et Christakis sur l'acquisition du langage, des études de Linda Pagani sur le rapport à l'empathie, des capacités d'attention et de concentration qui sont altérées si l'enfant joue dans une pièce où la télé est allumée. Perte de motricité, et tous les gens qui s'occupent de corps le savent bien, des enfants qui viennent en consultation en étant incapables de tenir correctement des objets parce qu'ils passent tout leur temps devant un écran. Et puis la perte d'agentivité, hein, le risque d'être constitué en bouc émissaire par les camarades, parce qu'un enfant qui a l'habitude d'être passif devant un écran répondra moins aux agressions et celle-ci risque de s'aggraver. Donc tout cela a donné lieu à une théorie, donné naissance à une théorie qui est la théorie de la substitution, qui se résume de la façon suivante. Chaque minute passée devant un écran par un jeune enfant lui est ôtée pour son développement. À chaque minute passée devant un écran par un jeune enfant lui est ôtée pour son développement. Et puis, depuis quelques années, on s'est aperçu que c'était plus compliqué que ça. Tout d'abord, ces travaux montrent des corrélations et ne montrent pas des causalités, hein. Autrement dit, si des parents se désintéressent à la fois de ce que leur enfant mange, de ce que leur enfant fait à l'école, du temps que leur enfant passe devant un écran, des sorties de son enfant, de ses relations, eh bien, il est bien évident que l'enfant va accumuler probablement un certain nombre de handicaps, ou en tout cas présenter un certain nombre de difficultés en lien avec cet abandon parental. Et c'est évidemment une erreur de ne rapporter qu'au seul temps d'écran, hein, ce qui peut relever, et ce qui relève d'ailleurs souvent, comme on va le voir, d'un problème familial général, hein, et du fait que des enfants grandissent en dehors de toute stimulation relationnelle. Donc, l'idée a fait son chemin que c'était important de prendre le contexte d'utilisation des écrans et l'ensemble des interactions en fait. Et là, il est apparu très vite que les disparités sociales étaient très importantes dans les milieux les plus défavorisés socio-économiquement, que les enfants sont à la fois le plus exposés aux écrans et qu'ils ont le moins d'interactions. Et donc, toute la difficulté, évidemment, ce serait de faire la part entre la plus grande exposition aux écrans et la moindre interaction. Et il semble que ce soit finalement les interactions qui sont déterminantes. Et cette fameuse théorie de la substitution, aujourd'hui, on peut la formuler autrement. Ça donnerait quelque chose comme chaque minute passée par un jeune enfant sans interaction avec son environnement ou un adulte attentif lui est ôté pour son développement. C'est plus le temps d'écran qui est en cause, c'est le défaut d'interaction avec l'environnement ou un adulte attentif à ses besoins, notamment d'échange, de communication.
Et d'ailleurs, il y a des études qui ont tenté de séparer ces paramètres, et j'en cite simplement deux. L'étude de Madigan, qui a montré que pour chaque heure d'écran par jour, on observe une baisse de QI de 0,5 à 0,7, ce qui est assez faible par rapport à une moyenne de référence de 100, mais si on le rapporte à une population générale, ça peut en effet pouvoir provoquer des problèmes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour un enfant pris isolément, pour avoir un trouble appréciable, il faut une exposition massive de l'ordre de 5 à 6 heures par jour. Ce qui se voit, on trouve des vidéos sur Internet qui montrent en effet des enfants qui accumulent des handicaps et qui sont 5 à 6 heures par jour devant un écran, mais c'est heureusement pas général. Et ce qui les sort de cette difficulté, c'est évidemment la création d'interactions avec l'environnement. C'est pas le fait de supprimer les écrans et les laisser devant un mur blanc toute la journée tout seul sans rien faire. Et puis, il y a eu bien sûr l'étude de ELF, la cohorte ELF menée en France, et notamment par Jonathan Bernard, qui montre que les effets sont bien négatifs, que l'exposition aux écrans a bien des effets négatifs sur le raisonnement verbal à 2 ans, sur le développement cognitif, mais faible, faible une fois déduit le poids des facteurs socio-économiques. En revanche, ce que cette même étude ELF montre, c'est que le fait de prendre les repas sans télé est associé à de meilleurs scores de raisonnement verbal à 2 ans, développement cognitif à 3 ans, 3 ans et demi. Donc, finalement, vous voyez qu'on retombe sur le fameux conseil majeur des repères 3, 6, 9, 12, prendre le repas du soir sans télé, sans tablette, sans smartphone, pour en faire un temps d'échange familial. Alors, la deuxième question, après la surexposition pour les enfants de 0,6, c'est vraiment les contenus adaptés à l'âge. Et il est bien évident qu'avant 3 ans, il n'y a pas de programme adapté. Christakis et Zimmerman l'ont bien montré. L'enfant n'a aucun repère pour discriminer un écran, discriminer les contenus d'un écran avant 3 ans. Mais entre 3 et 6 ans, ben évidemment, il va falloir privilégier des programmes éducatifs et puis bien sûr parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Ça aussi, c'est quelque chose dont l'importance a été montrée aujourd'hui, alors qu'en 2008, quand j'ai proposé les balises 3, 6, 9, 12, beaucoup de gens prétextaient que beaucoup de gens qui ne juraient que par les publications réalisées disaient que ça n'avait pas d'importance parce qu'aucune publication n'en montrait l'importance. Bon, aujourd'hui, c'est même quelque chose qui est recommandé par l'Académie américaine de pédiatrie. Donc les préconisations qu'on peut faire, ben, c'est évidemment éviter les écrans avant 3 ans, de 3 à 6 ans, passer d'une demi-heure à 1 heure par jour, et puis privilégier évidemment l'accompagnement, donc la co-immersion. Alors si maintenant on prend les adolescents, il faut comprendre que de la même façon qu'il y a des particularités du fonctionnement cérébral chez le tout petit, il y a des particularités du fonctionnement cérébral à l'adolescence. C'est une période très particulière, avec une augmentation des réseaux de neurones consommateurs de dopamine, ce qui fait une hypersensibilité à la récompense, et puis une hypersensibilité pas seulement à une récompense matérielle ou une performance dans un jeu vidéo, mais c'est une récompense par rapport à la validation du groupe, et c'est ce qu'on appelle une hypersensibilité socio-émotionnelle. Les ados sont extrêmement sensibles à la manière dont leur groupe les considère, au tel point qu'un ado peut préférer être puni par un enseignant, par ses parents, plutôt que se retrouver marginalisé dans son groupe d'appartenance parce qu'il n'a pas répondu aux attentes sur lui. Donc, de façon générale, il faut comprendre que l'utilisation des outils numériques chez les ados ne peut pas se penser seulement en termes de quantité et de qualité. Il faut prendre aussi en compte le fait que c'est toute une nouvelle culture qui est en train de se construire. Et il y a un auteur américain qui s'appelle Gene Twang qui a bien montré qu'aujourd'hui, que la génération qui a grandi avec un smartphone dans la poche est différente des générations précédentes dans tous les domaines, la manière dont ils considèrent le travail, la religion, la sexualité, la famille, l'armée, la nation, etc. Mais on peut imaginer que la génération qui va grandir avec l'IA, c'est-à-dire les enfants qui ont 3, 4, 5, 6 ans aujourd'hui, va être également très très différente de la génération précédente. Donc, on sait bien sûr, il y a beaucoup d'informations là-dessus, combien les réseaux sociaux peuvent être problématiques, le cyberharcèlement. 15% des 16-18, ils auraient été harcelés sur les réseaux, la pornographie en ligne, qui provoque des troubles graves chez les mineurs prépubères. À l'adolescence, c'est plus compliqué. Après l'adolescence, c'est plus compliqué, c'est la recherche de modèles, mais en tout cas, la fréquentation de la pornographie est à juste titre pointée comme un problème grave.
Et puis, parallèlement à ces problèmes bien réels posés par les réseaux sociaux, posés par Internet, ben, il y a quand même, semble-t-il, des effets positifs, et notamment sur la socialisation, puisque une étude de l'UNICEF de 2018, que vous pourrez, 2017, fin décembre 2017, qui s'appelle La situation des enfants dans le monde, des enfants dans un monde numérique, cette étude de l'UNICEF montre que l'utilisation des outils numériques par les jeunes a plutôt des effets positifs, notamment dans le domaine du sentiment d'être en lien avec les camarades, réduit la sensation d'isolement, favorise les amitiés. Je veux également attirer votre attention sur quelque chose qui est rarement indiqué, et pourtant la Commission européenne a pris soin de le mentionner, c'est l'éducation par les pairs, puisque la Commission européenne a déclaré officiellement que l'éducation par les pairs, PERS évidemment, sur Internet, est aujourd'hui un élément très important dans l'éducation des jeunes à la santé, et notamment à la santé sexuelle. Donc l'éducation par les pairs, qui repose sur le fait de se retrouver entre personnes qui ont à peu près le même, pas seulement le même âge, mais des similarités de parcours de vie. Évidemment, ils se rencontrent dans l'anonymat, mais ils adoptent un langage commun, ils abordent des problèmes qu'ils partagent, et ça leur permet de se familiariser avec les normes sociales, d'éviter des comportements à risque. Donc, pardon. Donc, Internet, les réseaux sociaux, oui, beaucoup de problèmes, mais voyez en même temps l'importance de l'éducation par les pairs. Alors, les préconisations, bien sûr, ben, c'est que, il faut éviter les réseaux sociaux avant 13 ans. Ça rejoignait déjà 3, 6, 9, 12. 12, c'était pas, pas d'accès à Internet seul avant 12 ans. Bon, mais c'était 13 en fait, puisque c'est fin de 12, et c'est 13, c'était la préconisation de Facebook à l'époque, en 2008. Facebook est apparu en 2005-2006. L'éducation des enfants, bien sûr, et puis, vous voyez, l'importance de toujours échanger avec les enfants, la valorisation des compétences extrascolaires, donner confiance aux jeunes en eux. Et aujourd'hui, ça paraît extrêmement important compte tenu des grandes inquiétudes qu'ils peuvent avoir face au bouleversement du monde. Quelques mots sur les jeux vidéo. Ceux d'entre vous qui ont pris la peine de lire le rapport de la commission Macron sur les enfants, les familles et les écrans ont vu qu'il n'y a pas pratiquement rien sur les jeux vidéo. Et en effet, les jeux vidéo ont été l'objet de très très nombreuses critiques très violentes dans les années 90, 2000, 2010, notamment en termes de désensibilisation à la violence. En fait, il semble que ce soit plus compliqué, que la désensibilisation doive toujours être contextualisée, c'est-à-dire que la désensibilisation qui concerne un monde spécifique dans lequel s'immerge le joueur, cette désensibilisation ne concernerait que le monde spécifique dans lequel s'immerge le joueur. Autrement dit, les seuls jeux vidéo qui pourraient avoir un effet de désensibilisation portant non seulement sur les comportements dans le jeu, mais aussi dans la vie quotidienne, ces seuls jeux auraient pour particularité d'imiter l'environnement quotidien du jeune, et donc de favoriser un glissement des comportements dans le jeu aux comportements dans la vie réelle. Mais la plupart des jeux joués portent sur des univers fantasmagoriques, des heroic fantasy, etc. Aussi, beaucoup de changements dans la nature même des jeux, puisque pendant très longtemps, les jeux ne laissaient pas beaucoup de choix. Il n'y avait que la possibilité d'abattre un concurrent ou d'être abattu par lui. Bon, aujourd'hui, dans certains jeux, comme par exemple Battlefield, on peut jouer un médecin militaire. Et probablement les possibilités de l'intelligence artificielle vont beaucoup élargir les compétences possibles que les joueurs pourront manifester dans les jeux. Donc c'est à suivre. Rien n'est vraiment gravé dans le marbre. Peut-être d'autres études montreront que cette désensibilisation existe, au moins de façon partielle, et qu'elle peut être dangereuse si elle est associée à d'autres critères. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette question a plutôt tendance à être relativisée. Il y a parallèlement des effets positifs qui ont été démontrés notamment sur le bien-être, la socialisation, et même des jeux violents qui favoriseraient l'apprentissage de comportements prosociaux.
Alors, on va aller plus vite maintenant pour la suite, hein, de façon à pouvoir aussi vous laisser du temps pour poser vos questions. Je vous ai annoncé 5 droits principaux. On vient de voir le premier droit, qui est d'avoir un environnement numérique adapté aux possibilités. Eh bien, le droit numéro 2, c'est le droit de l'enfant à un temps de sommeil adapté à son âge, hein, puisque certains experts aujourd'hui disent même que le seul, que le principal ennemi, enfin, que les conséquences les plus graves des écrans, eh bien, elles portent sur le sommeil. Elles portent sur le sommeil de deux façons, sur la quantité de sommeil, évidemment, hein, puisque un joueur peut avoir tendance à se coucher de plus en plus tard, un joueur de jeux vidéo ou quelqu'un sur les réseaux sociaux peut avoir tendance à se coucher de plus en plus tard euh, pour, euh, pour rester plus longtemps avec son groupe de pairs ou pour affronter plus longtemps des équipes adverses, donc, ou regarder une série, tous les épisodes d'une série Netflix. Donc, évidemment, cette réduction du temps de sommeil en lien avec les écrans est beaucoup aggravée par le fait que beaucoup trop d'adolescents dorment avec leur smartphone et évidemment courent le risque de l'utiliser la nuit, hein, à l'insu de leurs parents. Donc, après le conseil qu'on donne à 3, 6, 9, 12 depuis 2008 de prendre leur repas du soir sans télé, sans écran, sans tablette, ben, il y a le deuxième conseil prioritaire qu'on donne, c'est de laisser que tous les membres de la famille laissent leur smartphone à la porte de la chambre et s'achètent un réveil. On se réveille avec un réveil. Alors évidemment, les parents disent, nous, on ne regarde pas notre smartphone la nuit, mais si les parents emportent leur smartphone dans leur chambre, l'ado réclame lui aussi à pouvoir l'emporter. Donc la seule façon de se prémunir de ce danger, c'est que tout le monde adopte le réveil et tout le monde laisse son smartphone au moment où il va dormir dans un espace dédié dans la cuisine ou dans le salon ou dans l'entrée. Donc, problème sur la quantité de sommeil et problème sur la qualité du sommeil, puisque la lumière bleue des LED qui est dans les écrans perturbe la mélatonine, l'hormone clé de l'endormissement, et cette perturbation de la mélatonine a pour effet qu'à temps de sommeil égal, le sommeil est moins réparateur. Alors, et le fait que le sommeil aujourd'hui apparaît comme un problème crucial, hein, dans les conséquences des écrans, c'est aussi lié au fait qu'on s'est aperçu que les troubles de l'attention, les troubles de l'humeur, les troubles de l'alimentation, chez l'ado notamment, sont très souvent liés à des troubles du sommeil. Donc, à 10 ans, on pouvait dire ben, les écrans provoquent 4 types de troubles, hein, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles de performance scolaire. Aujourd'hui, on dit plutôt les écrans provoquent des troubles du sommeil massifs et il en résulte des troubles de l'attention, des troubles de l'humeur, des troubles de l'alimentation. Alors, une fois dit ça, il faut se rendre compte que le problème des LED, c'est pas seulement le problème des smartphones regardés la nuit, c'est aussi le problème de l'envahissement de notre quotidien par ces petites ampoules qui coûtent rien, qui durent très très longtemps et qui consomment très peu d'énergie. Et du coup, c'est pas la peine, si vous voulez dormir dans de bonnes conditions, de rester dans un environnement très lumineux en éteignant vos écrans, parce que l'environnement très lumineux vous sera également problématique. Donc, l'idéal serait de pardon, baisser la lumière, utiliser un rhéostat, utiliser plusieurs lampes, en éteindre certaines, et finalement permettre à l'organisme de passer lentement d'un univers très éclairé, artificiellement éclairé par les lumières bleues des LED, à un univers de pénombre, puis d'obscurité. Donc maintenant, le troisième droit de l'enfant, c'est le droit à un environnement éducatif, hein, adapté à ses possibilités. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut attendre beaucoup de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Les handicaps sensorimoteurs, hein, évidemment, les handicaps cognitifs. L'écran permet de faire intervenir des formes non verbales de l'intelligence, hein, en s'appuyant par exemple sur des perceptions visuelles, des couleurs, des schémas, des présentations simplifiées, et puis des handicaps relationnels, puisqu'il existe plusieurs serious games pour les enfants autistes notamment, et destinés à leur faciliter la reconnaissance et l'apprentissage des mimiques, hein, et des postures, donc développer leurs compétences empathiques. Et puis, droit numéro 4, eh ben, le droit, je vous disais, à avoir un environnement euh, émotionnellement disponible. Et cette question, elle a donné naissance à un mot nouveau depuis quelques années et qui nous vient des États-Unis, la technoférence. La technoférence, c'est l'interposition d'un outil numérique dans une relation. Alors, évidemment, là, ça concerne le smartphone.
Il a été montré, c'est pas étonnant, hein, mais ça a été montré que, de façon expérimentale, que des parents qui utilisent leur smartphone ont des interactions moins riches avec leurs enfants. Alors, ça veut dire quoi, des interactions moins riches? Comment on mesure ça? Mais ça veut dire que quand un parent partage son attention entre son smartphone et son jeune enfant, eh bien, il va faire des phrases plus courtes pour parler à son enfant. Il ne va pas adapter son langage à ce qui est le plus efficace dans le parler aux enfants. On parle, donc on ne s'adresse pas à un enfant de la même manière qu'à un adulte. Si je dis un adulte à côté de moi, tiens, il fait beau aujourd'hui, on va se promener, je ne le dis pas comme ça à un enfant. Je vais plutôt dire à un enfant, ah, tu sais, regarde, oh, il fait beau, etc. Donc ça, on appelle le année. Et donc, évidemment, un parent qui est occupé sur son smartphone va avoir tendance à parler à son jeune enfant comme il peut interagir avec les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes intonations que celles qu'il peut utiliser en interaction avec un adulte, même s'il ne parle pas à un adulte, même s'il tape un SMS ou qu'il tape des choses sur les réseaux sociaux, il s'adresse à des adultes et donc il a en esprit l'intonation qu'il adopterait avec ces adultes s'il était engagé dans une conversation avec eux. Donc, des interactions verbales moins riches, non adaptées à l'enfant, et puis des mimiques, évidemment, des mimiques plus pauvres, puisque à ce moment-là, l'adulte qui est sur son smartphone mobilise une partie de son attention, de ses émotions, donc voilà, le plaisir, la peur, la colère, voilà. Sur son smartphone, il est moins disponible aux mimiques de son bébé, et il fait lui-même, il répond à son bébé par des mimiques plus pauvres. Et tout ça a été comparé. Tout ça a été comparé à une situation que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le still face, visage immobile. Ce sont des expériences déjà qui datent d'une vingtaine d'années. Un bébé et sa maman sont dans un laboratoire de recherche. Il y a des caméras autour d'eux. La maman est invitée tout d'un coup à figer son visage et on voit que les bébés, les jeunes enfants se désespèrent, hein. Il y en a qui essayent de ranimer le visage de leur mère par des grimaces, voilà, des gestes. Il y en a qui, les plus grands, disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Il y en a qui tournent la tête, comme si le fait de plus regarder la mère allait lui permettre de redevenir normal. Et puis il y en a qui se mettent en colère. Et donc les expériences de style face, elles ont servi de référence dès que la technoférence a été pointée. Ces expériences de style face ont été présentées comme le modèle explicatif, hein, de troubles du bébé condamné à interagir avec des parents occupés avec leur smartphone. En fait, on s'est aperçu que c'est plus compliqué que ça là aussi, parce que des recherches ont montré que quand un jeune enfant est très pénible, quand il est très exigeant, quand il est insupportable, quand il se met tout le temps en colère, eh bien, certains parents vont se réfugier sur leur smartphone. Et du coup, vous voyez, il peut y avoir un cercle, un cercle vicieux qui s'établit, hein, entre des parents peut-être un peu sur leur smartphone, un enfant qui réagit très mal et des parents qui se protègent en étant encore plus sur leur smartphone, ou bien des parents, ou bien dans le sens contraire, hein, voilà, des parents sur leur smartphone, le bébé qui est le bébé qui est très exigeant et les parents se réfugient sur leur smartphone, le bébé se sent incompris, voilà. Donc, en tout cas, prendre en compte le fait que cette corrélation qui a été montrée entre des troubles de la relation chez les jeunes enfants, des troubles de la relation, un trouble de la communication, des troubles comportementaux, un attachement insécure, l'idée que tous ces troubles qui ont été enregistrés chez des enfants communiquant avec des parents souvent accaparés par leur smartphone ne doivent pas faire conclure forcément que c'est parce que les parents sont sur leur smartphone. Mais ça peut être aussi en sens contraire des enfants présentant un certain nombre de difficultés qui vont amener des parents à se réfugier sur leur smartphone. Toujours la question de ne pas confondre une corrélation avec une causalité. Et puis on arrive au droit numéro 5, hein, voilà, le droit de l'enfant à bénéficier d'une éducation au numérique dès l'école élémentaire. Lorsqu'on a fait l'avis de l'Académie des sciences en 2013, il y a une brochure qui a été faite en même temps, qui s'appelle Le cerveau, les écrans et l'enfant, dont l'objectif était d'inviter les enseignants à faire des activités dans CE1, CE1, CE2, oui, CE1, CE2, CM1, éventuellement CM2, faire des activités avec les enfants pour leur expliquer à la fois le fonctionnement du numérique, mais également le fonctionnement de leur cerveau face à un écran.
Et d'autres travaux aujourd'hui ont été engagés pour, en effet, favoriser cette éducation. Elle est d'autant plus importante que les enfants grandissent de plus en plus en étant confrontés aux jungles d'Internet, hein. La jungle des modèles économiques, il y en a quatre, hein. La jungle des modèles économiques, c'est l'économie de l'attention, le fait que tout est organisé sur Internet pour que les usagers restent le plus longtemps possible, donnent le plus possible d'informations personnelles et achètent le plus possible d'objets réels ou virtuels. Donc la jungle des modèles économiques, la recherche du profit à tout prix des fournisseurs d'accès, la jungle des réseaux sociaux, hein, la dopamine, le risque d'être enfermé dans des bulles, le risque de cyberharcèlement, et puis bien sûr la jungle de la pornographie, et puis n'oublions pas non plus la jungle de l'information continue, les fake news, les deepfakes, et le risque finalement de, par curiosité pour comment va le monde ou comment vont certaines personnes, le fait de saturer sa capacité d'attention et d'aboutir parfois à vouloir se couper de l'information, puisqu'on voit maintenant des jeunes qui déclarent ne plus vouloir s'informer sur la marche du monde, parce qu'il y a eu une époque où ils y passaient du temps et où ils se sont rendus compte que ça les avait rendus finalement assez perturbés. Donc, plutôt que de décider de faire le tri dans l'information, parce que ça devient de plus en plus compliqué, ils décident de se couper de l'information. On les appelle les news avoiders, hein. Les news avoiders, ceux qui refusent, qui ont pris en horreur l'information. Voilà. Alors, quelques mots maintenant de la prévention avant de terminer, parce que il ne faut pas croire que la responsabilité vient uniquement des familles, hein. Au niveau des États, au niveau de l'Europe, il y a beaucoup à faire. Et bien sûr, vous connaissez tous le RGPD, puisque chaque fois qu'on utilise Internet, on est amené à donner son avis sur la protection de nos données. Donc, il faut absolument l'utiliser. Il faut absolument prendre l'habitude de chercher l'endroit où on peut refuser que nos données personnelles soient capturées par les plateformes sur lesquelles nous allons. Il y a eu le Digital Services Act, hein, le DSA, le Digital Market Act, le DMA, l'Act. Donc l'Europe fait beaucoup pour réguler. Et le problème, comme vous savez, c'est que Trump a organisé la dérégulation à tout va et que on ne sait pas trop ce que vont devenir les choses. En tout cas, c'est très important de mettre en avant la nécessité de pouvoir protéger ces données personnelles. Les familles ont évidemment un rôle très important à jouer, elles doivent être informées, hein. Elles devraient être informées mieux qu'elles ne le sont actuellement par les emballages de produits numériques, par les emballages de smartphones. Voilà. Les familles devraient être beaucoup mieux accompagnées. Et vous savez, on parle depuis longtemps d'accompagnement à la parentalité en réduisant l'expression au fait d'accompagner des parents en souffrance, en situation socio-économique défavorisée, parents solitaires, mais l'accompagnement à la parentalité doit aujourd'hui concerner absolument tout le monde. Tous les parents sont perdus avec l'évolution technologique et notamment avec l'évolution technologique de leurs enfants. Beaucoup de parents n'ont qu'une crainte, c'est que leurs enfants construisent leurs valeurs à partir d'Internet et prennent très vite la tangente par rapport aux valeurs familiales. D'ailleurs, c'est une source de problèmes importante aujourd'hui à l'adolescence, puisque, comme vous savez, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du coût des loyers, l'augmentation du coût de la nourriture rend les adolescents matériellement de plus en plus dépendants de leurs parents et dépendants de leurs parents de plus en plus longtemps. Mais en même temps, l'extraordinaire offre d'affiliation sur Internet avec un très grand nombre d'espaces sur lesquels un ado peut toujours trouver chaussures à son pied, hein, peut toujours trouver des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que lui. La multiplicité des offres d'affiliation sur Internet fait que les ados échappent de plus en plus vite au monde de leurs parents. Et donc, du coup, vous avez aujourd'hui une tension qui n'a jamais existé avant entre une dépendance matérielle accrue aux parents et une dépendance accrue aux potes sur les réseaux sociaux. Et cette tension entre ces deux pôles, a pour conséquence un certain nombre de pathologies nouvelles, hein, parmi les ados, notamment des pathologies dans lesquelles l'adolescent va relayer des pathologies familiales, comme pour faire allégeance à sa famille, et puis
à l'opposé des adolescents qui vont tellement viser une affiliation à des familles numériques qui vont être capables d'emprunter les symptômes d'un youtubeur ou d'une youtubeuse qu'ils apprécient particulièrement. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui mettent en avant le fait d'avoir des troubles psychologiques, notamment de l'autisme, mais aussi certains des troubles bipolaires, eh bien, on voit maintenant des jeunes qui viennent consulter en disant avoir de l'autisme, des troubles bipolaires, en fait, qui reprennent à leur compte ce que leur youtubeur ou youtubeuse préféré raconte sur ses propres troubles mentaux. Donc, informer les familles, c'est aussi les informer sur ce tiraillement, hein, qui rend sans doute l'adolescence aujourd'hui plus difficile que jamais. Et puis, bien sûr, une éducation au numérique. Un troisième point, former des personnes ressources, hein, notamment dans le cadre de l'institution scolaire. Le service sanitaire, on travaille beaucoup avec eux à 36912. Et puis la formation initiale et continue des enseignants, qui ne se fait pas aujourd'hui, les professeurs documentalistes, les psychologues, éducation nationale, voilà. Donc, former des personnes ressources pour accompagner, parce que si les parents ne se sentent pas accompagnés, ils peuvent évidemment pas accompagner leurs enfants, ils ne se sentent pas motivés à les accompagner. C'est la même chose avec les décisions gouvernementales. C'est très important que l'État légifère dans son domaine, par exemple interdire les smartphones dans les crèches ou interdire les smartphones à l'école pour les élèves. Pourquoi c'est si important? Parce que ça donne un modèle aux parents qui vont pouvoir, à ce moment-là, interdire certaines choses à leur enfant en disant, eh ben, il y a eu des experts qui ont été réunis, l'État a suivi l'avis des experts, eh ben, moi aussi je suis l'avis des experts. Donc, il ne faut pas trop espérer des conséquences des décisions gouvernementales, puisque le gouvernement a, un périmètre d'action assez limité en démocratie sur les comportements des citoyens. En revanche, il y a évidemment une valeur d'exemple extrêmement forte. C'est pour ça que des mesures énergiques, hein, voilà, dans le domaine des limitations d'écran seraient bienvenues. Voilà. Et puis, n'oublions pas non plus la politique de la ville, parce que ça ne sert à rien de dire qu'il faut que les enfants soient moins sur les écrans, qu'on va arrêter, qu'on va leur enlever le smartphone, voilà, le samedi et le dimanche. Oui, mais que voulez-vous qu'ils fassent si on leur enlève le smartphone le samedi et le dimanche, qu'ils n'ont pas d'endroit où se retrouver? Il y a des sociologues de la ville comme Valérie Gobi, qui ont proposé, là aussi, d'inverser le sens de la corrélation qui avait été constatée depuis longtemps, cette corrélation qui montre que les enfants, les adolescents aujourd'hui se retrouvent moins en présence physique et sont plus sur leur smartphone. Et en général, les gens qui interprètent ces résultats disent, ah oui, vous voyez, ils se retrouvent moins en présence physique parce qu'ils sont plus sur leur smartphone. Et en fait, non, Valérie Gobi dit c'est le contraire. C'est parce qu'ils ne peuvent plus se retrouver en présence physique, parce qu'il n'y a plus d'espace dans lesquels ils peuvent aller, dans les villes, tout est bétonné à mort, qu'ils se retrouvent sur leurs outils numériques. Et donc, du coup, ben, vous voyez que la politique de la ville, elle est très importante, notamment, ça, je lutte depuis des années pour ça, pour l'ouverture des cours de récréation et des gymnases, des écoles publiques le samedi et le dimanche. Ce ne sera peut-être pas des ados, ce sera des familles, ce sera peut-être des familles qui iront avec leurs enfants d'école élémentaire, mais je pense que beaucoup d'enfants pourront avoir à ce moment-là des activités collectives, hein, sportives, voilà, qu'ils organiseront entre eux sous la surveillance des parents. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, certains enfants n'ont pas d'autre alternative le samedi et le dimanche que de rester chez eux à jouer aux jeux vidéo pendant 2 jours. Et puis, bien sûr, financer des activités encadrées et accessibles aux moins fortunés. Voilà, eh bien écoutez, on m'avait demandé de vous parler une petite demi-heure pour vous laisser le temps de poser des questions. Donc, merci de votre attention et puis je suis disponible aux réflexions, aux questions que vous pouvez me poser. Merci Monsieur Tisseron pour votre intervention. N'hésitez pas à poser vos questions directement en discussion publique pour que je puisse ensuite les transmettre à Monsieur Tisseron directement. Alors, nous avons une première question. Pensez-vous que la Oui, pratique du jeu vidéo chez un adolescent puisse en quelque sorte améliorer sa capacité à réfléchir, apprendre vite, par exemple? alors, il y a eu des études portant sur les jeux vidéo first-person shooter, sur ces jeux vidéo dans lesquels vous avez une arme et puis il faut que vous trouviez en général le
Le boss, voilà, donc il faut tuer un certain nombre de personnes, voilà. Des jeux comme Call of Duty, par exemple, ou Modern Warfare. Mais c'est des jeux qui sont 18+. Et donc, pas vraiment pour ados, mais il faut savoir qu'un jeu 18+, souvent, il peut être joué à partir de 16 ans, parce que la commission PEGI ne décide pas des normes des jeux en fonction. PEGI, c'est Pan European Game Information, qui est la norme de préconisation autour des jeux vidéo. La norme PEGI est faite par, en fait, les fabricants de jeux vidéo qui veulent surtout se protéger contre les accusations des associations familiales. Et donc, du coup, ils sont très exigeants, ils mettent la barre très haut. C'est exactement le contraire de ce qui se passe à la commission de classification du cinéma, où exactement à l'inverse, beaucoup de films sont autorisés tout public, alors que beaucoup de parents qui les voient se demandent pourquoi ils sont tout public. Et puis, pour les jeux vidéo, ben, quand on les regarde de près, beaucoup de jeux vidéo 18+, sont parfaitement jouables à 16 ans, même un peu moins. Voilà. Donc, ces jeux 18+, donc ces jeux qui sont first-person shooter, la plupart actuellement 18+, il a été montré qu'ils améliorent la capacité à se décider rapidement. Alors, se décider rapidement, alors notamment se décider rapidement et développer des formes d'attention qui sont concentrées, dispersées, c'est-à-dire être capable d'envisager plusieurs points de vue et rapidement, de manière à savoir lequel privilégier. Donc, si vous considérez que ça, c'est la capacité à réfléchir, je vous dis oui. Alors, ceci dit, ça ne concerne que très peu de jeux, hein. C'est Daphné Bavelier qui a travaillé là-dessus à Genève, je crois. Genève ou Lausanne, je crois que c'est Genève, et vous tapez son nom, Bavelier, Bavelier, et si vous considérez qu'être capable de se décider rapidement et d'envisager plusieurs points de vue possibles de manière à décider en connaissance de cause, ça fait partie de la réflexion, oui. Alors après, on peut envisager que ce qu'on appelle réfléchir, c'est beaucoup plus large, hein, voilà. Et ça concerne aussi sa propre place dans le monde, etc. Alors, apprendre vite, oui. Alors ça, c'est d'autres travaux qui l'ont montré. C'est le fait que certains élèves ont de la difficulté à apprendre parce que ils font trop confiance à la première idée qui leur vient. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, un problème de mathématiques à résoudre, ou une dissertation ou une rédaction à faire, vous avez toujours une première idée qui vous vient. Et cette première idée, il est très difficile de s'en défaire. Pourtant, ce n'est pas forcément la bonne idée. Donc, il va être très important que des enfants d'apprendre aux enfants à être capables de refuser la première idée qui leur vient et d'essayer d'en trouver une autre. Or, ça, c'est quelque chose qui est encouragé par les jeux vidéo, parce que, et y compris les jeux vidéo pour les petits, 6, 12 ans, parce que dans les jeux vidéo, il y a toujours des niveaux. Et quand on réussit un niveau, on le réussit en appliquant une certaine stratégie. Mais quand on passe au niveau au-dessus, parce qu'on a réussi, on est dans l'obligation, on ne nous le dit pas, hein, on le comprend assez vite, on est dans l'obligation d'appliquer une autre stratégie. Et puis dans le troisième niveau, on a réussi à passer le deuxième niveau en changeant de stratégie. On aborde le troisième niveau, il faut à nouveau changer de stratégie. Et donc ça, du coup, on s'aperçoit que des enfants qui ont une certaine adhésivité à leur première idée gagnent à jouer aux jeux vidéo parce que ça les invite à changer de point de vue, enfin à changer de stratégie à chaque fois. Voilà. Alors, je vois d'autres questions, alors je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Voilà. Les télés dans les chambres, ben non, la télé, si pas de smartphone, pas de télé, hein, c'est tellement évident. La télé, c'est un espace collectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on regarde avec les enfants ce qu'ils regardent, mais ça veut dire que on est là, éventuellement, on jette un œil, si on est dans la cuisine, on jette un œil de temps en temps, puis après, ça permet de discuter avec lui sur ce qu'il a regardé. Mais en tout cas, la télé dans la chambre, non, non, non. Voilà. Et en plus, c'est pas nouveau qu'on le dise, hein. Depuis les années 90, déjà, pas de télé dans la chambre. Alors, les jeux éducatifs, avant ça, l'utilisation de l'ordinateur, plutôt que seulement ils jouent à la Switch. Oui. Alors, l'intérêt de la Switch, c'est de jouer à plusieurs, hein. Je veux dire, il y a des jeux auxquels on joue tout seul, si vous jouez sur un ordinateur, ou alors vous jouez en réseau. Mais c'est toujours mieux de jouer. Il faut toujours privilégier les jeux qu'on joue en présence physique.
sur les jeux qu'on joue en présence virtuelle, et il faut toujours privilégier les jeux qu'on joue en présence virtuelle sur les jeux qu'on joue tout seul. Et donc, du coup, être assis côte à côte sur un canapé et avoir chacun une manette, c'est quelque chose de beaucoup plus convivial, de beaucoup plus socialisant que de jouer un réseau. Évidemment, un réseau, on a un casque, on a un micro, on interagit, mais on n'a pas les mimiques, on n'a pas c'est pas pareil. Voilà. Alors, je reconnais que les adolescents aujourd'hui sont plus à leur aise avec cette communication-là que les personnes de ma génération, mais c'est quand même pas pareil. Voilà. Et puis, je vois un nouveau message. Il y a 30 ans, voilà, il joue à la console, regarde YouTube, durée d'exposition similaire. Alors oui, alors moi je peux vous dire oui parce que j'ai grandi dans la télé. Alors ceci dit, j'ai grandi dans la télé, mais à une époque où les programmes s'arrêtaient à une certaine heure, voilà, alors qu'aujourd'hui, un ado avec son smartphone dans sa chambre, il peut continuer une grande partie de la nuit. Donc, par ailleurs, il existe aujourd'hui des programmes qui sont spécialement adaptés à chaque catégorie de la population, selon votre centre enfin, Netflix est merveilleux pour ça, hein. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous trouverez toujours un programme qui vous passionne. Et donc, du coup, le risque d'être scotché est beaucoup plus grand et le temps d'écran, c'est indéniable, a beaucoup augmenté parce que au temps de télévision s'est ajouté le temps de smartphone, et au temps de smartphone s'est ajouté le temps de tablette éventuellement ou le temps d'ordinateur. Donc, si vous voulez, tout ça s'ajoute. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans le petit exposé, je n'ai pas dit, mais pour faire un peu vite, mais il a été montré que un critère du temps qu'un adulte passera devant les écrans, un de ces critères, c'est le temps qu'il passe devant les écrans quand il est petit, c'est-à-dire le temps qu'il passe devant la télé. Parce que lorsqu'un enfant passe, je ne sais pas, 2 heures par jour dans la télé, quand il a accès à la Switch ou à un ordinateur, il ne va pas réduire son temps de Switch ou son temps d'ordinateur, il va plutôt réduire son temps de télé pour basculer ce temps sur la Switch ou sur l'ordinateur, il va l'ajouter. Et puis ensuite, quand il va avoir un smartphone, il ne va pas réduire son temps d'ordinateur, de Switch ou de télé, il va ajouter le smartphone. Et donc, du coup, dans la croissance, les utilisateurs d'écran, à chaque fois qu'un nouvel écran est mis à leur disposition par la famille ou par l'école, ils vont l'ajouter aux écrans précédents. Voilà. Donc, la quantité est un problème parce qu'elle détourne de beaucoup d'autres activités, mais encore une fois, pour que des jeunes puissent avoir ces activités, il faudrait qu'elles existent, hein. Vous savez que les enfants de milieu social privilégié ont beaucoup de chance parce que leurs parents les inscrivent à des clubs de sport, des clubs de manga, des clubs de musique, des clubs de théâtre, voilà, des clubs d'improvisation. Mais les enfants de milieu populaire ou même de classe moyenne, parce que tout ça est très très coûteux, hein, eh ben, ils n'en bénéficient pas. Et tant qu'il n'y aura pas des activités alternatives aux écrans, de préférence encadrées et évidemment accessibles, peut-être indexé sur le prix, indexé sur les revenus, un peu comme la cantine. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça ne sert à rien de vouloir enlever les outils numériques aux enfants si on ne leur propose pas d'alternative. Puis tous les parents le week-end n'ont pas envie d'aller faire du sport, d'aller marcher en montagne, d'aller crapahuter dans la forêt, etc., quoi. Voilà, il y en a qui ont envie de se reposer, voilà, ils ont travaillé dur toute la semaine, ils n'ont pas envie forcément de faire tout ça. Voilà. Donc ils ont envie peut-être parfois de dormir, hein, le week-end. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas d'activité alternative, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça joue le rôle de vigie. Voilà, faut le dire. Voilà, il faut réduire le temps d'écran, veiller à la qualité des programmes, mais il faut surtout créer des alternatives. Alors, les questions suivantes. Y a-t-il des études sur les effets concernant les enfants placés plus fragiles, etc. Oui. Alors, j'en ai pas parlé ça non plus parce que je voulais tenir dans la demi-heure, mais parmi les facteurs de fragilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique les pratiques problématiques? Vous avez un très grand nombre de jeunes, ils ont accès à la même offre, hein, voilà, ils ont tous accès à la télé, quasiment, tous accès au smartphone. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui basculent dans dans les usages problématiques, hein, il y en a qui n'y basculent pas? Ben, il y a plusieurs facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est évidemment le fait d'avoir été préparé, hein, le fait d'être informé des pièges d'Internet, de l'économie de l'attention, voilà. Mais il y a aussi un facteur social, évidemment. Les enfants à partir de milieux sociaux privilégiés, souvent, ils ont bénéficié de cette explication par des parents
qui sont au courant, voilà, ou par des grands frères, des grandes sœurs qui sont au courant, ou des proches, des oncles, des tantes sont au courant. Mais il y a aussi, comme vous l'évoquez dans votre petit billet, là, dans le fil de la conversation, il y a aussi les fragilités. Et ces fragilités, elles ne sont pas, elles peuvent être antérieures à l'utilisation des premiers outils numériques. Si vous avez un enfant qui est victime de sévices sexuels dans sa famille ou dans la cour de l'immeuble, qui est victime d'agression, qui est victime d'humiliation, dès qu'il va avoir un smartphone, il va avoir qu'une idée en tête, ça va être de prendre sa revanche, c'est-à-dire probablement, hein, pas toujours, mais probablement, ben, d'utiliser l'anonymat du smartphone pour se mettre à emmerder peut-être ceux qui l'ont embêté par le passé, ou pourquoi pas d'autres hein, qui lui paraissent fragiles. Et donc, le problème, c'est que l'utilisation que les jeunes font de leurs outils numériques est liée en bonne partie à ce qu'ils ont vécu avant d'avoir des outils numériques. Et du coup, évidemment, ça oblige à avoir une attention particulière hein, à ces enfants-là. Et puis, il y a évidemment, comme je vous disais, le quatrième élément, hein, l'origine sociale, après la fragilité, après la préparation au quiproquo d'Internet, les machines à fabriquer des quiproquos d'Internet, il y a un quatrième élément qui est évidemment les stratégies des fabricants, hein, sur lesquelles aussi il faut informer les utilisateurs, hein, comme dit le dicton, si c'est gratuit, c'est que c'est parce que c'est toi le produit. Voilà. Alors, oh là, il y en a des questions. Pensez-vous que le développeur web a un rôle à jouer dans ces problématiques? Ben oui. Alors, je ne sais pas ce que fait un développeur web, hein. De toute façon, il devrait y avoir un mode enfin, il devrait y avoir il faudrait que les algorithmes qui sont utilisés partout et qui nous embarquent soient des algorithmes le plus transparents possible. Moi, je rêve d'un jeu vidéo dans lequel, vous savez, vous gagnez. Bon, d'accord. Et parce qu'au au bout d'un moment, vous finissez toujours par gagner, hein. Si vous n'y arrivez pas, la machine baisse le niveau de difficulté, vous arrivez toujours à passer les épreuves, ou c'est vous qui passez de mode normal à mode facile. Bon, peu importe, vous arrivez toujours à gagner. Mais je rêve d'un jeu dans lequel vous auriez je sais pas moi, une petite pastille ou une petite lampe d'Aladin ou un petit bonhomme qui apparaîtrait et qui dise est-ce que tu veux connaître les algorithmes qui sont intervenus dans ce que tu viens de faire? Voilà. Alors, ça serait une information imagée, un peu métaphorique, mais éveiller le joueur au fait que derrière tout ce qu'il fait, il y a des algorithmes. Et donc, que chaque fois qu'on utilise un outil numérique, on soit informé sur les algorithmes. Voilà. Et donc, je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, je pense que on n'aura jamais, on ne sera jamais trop informé. Alors ceux qui ne voudraient pas être informés ne le seraient pas, hein. Si vous savez, dans certains jeux vidéo, vous pouvez zapper certains dialogues et certaines cinématiques pour être que dans le combat. Donc il y a toujours des gens qui zappent dans les jeux vidéo. Mais vous pourriez zapper les explications sur les algorithmes. Mais actuellement, il y a dans les jeux gratuits, hein, notamment free-to-play, les fameux, pas notamment, un jeu gratuit qu'on appelle free-to-play sur Internet, il y a beaucoup d'algorithmes scélérats hein, qui exploitent des biais cognitifs comme le faux mot, hein, le fameux of missing out. Et puis vous en avez d'autres, hein, la version à la perte, et tout ça est géré par des algorithmes où vous obligez à rester toujours plus longtemps, encore une fois, hein, et à apporter toujours plus d'informations personnelles et à acheter toujours plus d'objets réels ou virtuels. Si on avait des informations là-dessus, comment dire, optionnel évidemment, ben, je pense que ça permettrait d'abord aux enseignants qui veulent faire de l'éducation numérique, aux pédagogues qui veulent faire de l'éducation numérique, de pouvoir le faire. Alors, bonsoir monsieur, quel est le temps maximum autorisé pour les enfants devant l'écran et quelle fréquence? Ben, ça dépend de l'âge, hein, 3, 6, 9, 12, voilà, on a vu avant 3 ans, 0, voilà, 3 à 6 ans, une demi-heure à 1 heure progressivement. Et puis après, vous dites devant l'écran, mais en fait, c'est pas l'écran, c'est les écrans. Donc, il faut fixer avec l'enfant un temps d'écran global. Voilà. Et puis après, ça dépend ce qu'il regarde, hein, parce que si un enfant est sur TikTok, il peut scroller des vidéos abominables, enfin idiotes, abominables, ou alors il peut s'engager dans des activités de création. Puis sur TikTok, il y a un petit logiciel qui permet de faire des petits films.
Alors, une liseuse est-elle considérée comme un écran? Oui, alors excusez-moi, je vais un peu vite là pour cette question. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous discutez avec votre enfant pour savoir ce qu'il fait avec les écrans. Et il y a sans doute des activités dont vous découvrirez qu'elles sont utiles. C'est ce qu'on appelle les compétences extrascolaires. J'avais organisé un colloque il y a très longtemps à la BPI, non, à la BNF, il y a longtemps, hein, il y a au moins 15 ans. Et des patrons avaient dit à l'époque qu'ils préféraient à compétences, à diplôme égaux, ils préféraient recruter des jeunes qui étaient joueurs de jeux vidéo en réseau plutôt que des jeunes qui n'étaient pas joueurs de jeux vidéo en réseau. Pourquoi? Parce que les jeunes qui jouent à des jeux vidéo en réseau ont un sens de la collaboration. Et aujourd'hui, ben, dans les équipes, partout, il faut collaborer. Il faut être capable d'envisager le point de vue d'autrui, de le discuter, trouver les arguments, de discuter sans s'énerver. Et ça, cet apprentissage, il se fait dans les guildes, dans les jeux vidéo en réseau, parce que en plus, les gens ne se voient pas. Donc ça oblige à être prudent dans ce qu'on dit. On ne sait jamais si on n'a pas affaire à quelqu'un de très susceptible, peut-être. Donc, il faut mettre les formes. Donc les jeux vidéo en réseau apprennent beaucoup dans le sens de la socialisation. Les réseaux sociaux, hélas, ils vont dans le sens de la grande, ils vont dans le sens de ce qu'il y a de pire dans l'éducation nationale. C'est le chacun pour soi, avoir les meilleures notes, être le premier. Ça, c'est hélas à la fois la logique de l'éducation nationale et la logique des réseaux sociaux. En revanche, les jeux vidéo en réseau, eh ben, la logique est exactement opposée, c'est le collaboratif. Donc voilà, en fait, il n'y a pas le temps maximum, ben, il est le temps maximum, c'est quelques heures, hein, voilà. Mais j'ai vu des jeunes qui étaient des très gros joueurs et qui avaient des responsabilités dans des guildes et qui avaient par ailleurs de bons résultats scolaires. C'est très difficile de raisonner en termes de temps d'écran. Le seul critère qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est la socialisation et la désocialisation. Si vous avez quelqu'un qui est dans des jeux en réseau, il est socialisé, surtout s'il retrouve les, les camarades avec lesquels il joue en dehors du temps de jeu, hein. Donc, c'est une très bonne socialisation. Par contre, celui qui joue tout seul, qui ne va dans un jeu vidéo que pour être le meilleur, que pour être dans la compétition, ça, c'est problématique. Et en fait, vous ne pouvez savoir comment votre enfant joue qu'en discutant avec lui pour comprendre comment il joue. Voilà. Alors, une liseuse est-elle considérée comme un écran? Ben oui, elle est considérée comme un écran. Alors, c'est pas les LED je crois que les LED sont moins problématiques, hein, sur les liseuses. La lumière n'est pas la même, mais c'est quand même un écran. Il a été montré que c'est quand même mieux de lire sur papier avant de se coucher que de lire sur écran, parce qu'il n'y a pas cette lumière bleue qui vous, qui vous baisse votre mélatonine. Alors, réglementation sur l'âge, il suffit de mentir pour oui, bien sûr. Ben si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors après, tout le problème en démocratie, c'est de savoir comment faire. Moi, ce que je propose depuis des années, c'est que tous les parents qui achètent un smartphone à leur enfant n'aient pas le choix. C'est-à-dire que si un parent achète un smartphone à son enfant qui n'est pas encore majeur, il doit forcément lui acheter un téléphone bridé. C'est-à-dire un téléphone qui ne donne accès qu'au fait de pouvoir parler, envoyer des SMS et des photos. Aucun accès aux réseaux sociaux, pas d'accès, voilà, pas d'accès aux réseaux sociaux. Et donc après, eh ben, c'est les discussions entre parents et enfants qui amèneraient les parents à débloquer quand ils jugent utile de nouveaux services. Actuellement, c'est le contraire. Les smartphones sont vendus avec toutes les applis, quel que soit l'âge de l'enfant qui va l'avoir avec lui. Et évidemment, les parents ni l'enfant ni les parents n'ont envie de se compliquer la vie pour brider le téléphone. L'enfant ne le demande évidemment pas et les parents laissent faire. Alors que si le téléphone était bridé au moment de l'achat, l'enfant n'arrêterait pas d'embêter ses parents pour qu'ils débloquent certaines applis et les parents seraient bien obligés de s'informer sur ce dont l'enfant demande le déblocage. Voilà. Oui, bien sûr, les enfants mentent toujours depuis que Facebook existe, ils mentent toujours sur leur âge pour y accéder. L'utilisation d'une application pour apprendre une langue. Alors,
Ça dépend de l'âge, hein. Il y a si vous mettez un enfant de 2 ans, 3 ans devant une émission de télé en anglais pour qu'il apprenne l'anglais, c'est une catastrophe. En revanche, si vous prenez une appli, bon, je ne peux pas faire de publicité, mais il y a des applis pour apprendre des langues étrangères. Oui, pourquoi pas. Mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants savent parler anglais parce qu'ils regardent les séries américaines en anglais. La meilleure manière d'apprendre une langue étrangère, c'est de regarder des séries. Alors, ben, évidemment, de façon raisonnable, voilà. Mais que les séries que votre enfant regarde, ou les films que votre enfant regarde, il les regarde dans une langue étrangère sous-titrée. Et puis ensuite, dans une langue étrangère sous-titrée dans la langue de la langue étrangère. Par exemple, un film dont la langue est l'espagnol sous-titré en espagnol, un film dont la langue est l'anglais sous-titré en anglais, et ensuite sans sous-titrage. Mais déjà, laisser le sous-titrage dans la langue que parlent les personnages, ça aide beaucoup l'enfant à acquérir des langues étrangères. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants savent parler anglais, c'est pas la faute de l'école, hein, c'est la faute des séries qu'ils regardent en anglais. Éduquer les enfants au codage, oui, bien sûr, mais le codage n'est pas un but en soi. Voilà, le codage, c'est comment dire, c'est savoir que ça existe, voilà, mais savoir aussi comment nous fonctionnons face aux écrans. Parce que j'étais un peu vite tout à l'heure, mais c'est très important de comprendre comment les écrans fonctionnent, et le codage en fait partie. Mais c'est très important aussi de comprendre comment nous fonctionnons face aux écrans, parce que l'impact des écrans, il n'est pas dû à la manière, comment dire, il n'est pas seulement dû au fait que un écran, ça attire l'œil, c'est dû au fait que les fabricants de programmes utilisent des algorithmes pour exploiter les biais cognitifs qui nous amènent à rester plus de temps sur les écrans. Et donc comprendre le codage, ben, ça serait, comme j'évoquais tout à l'heure éventuellement, à comprendre les lignes de code qui permettent de faire bouger un personnage dans un jeu vidéo, lui permettre de donner un coup de sabre, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, associer les choses à quelque chose associer l'apprentissage de codage à quelque chose d'agréable. Voilà. Une information sur fabriquer un jeu vidéo, évidemment. Voilà. Alors maintenant, le codage prend une autre importance avec les robots. Voilà, apprendre à coder un robot. Oui, bien sûr, il faudrait faire ça. J'ai participé il y a quelques années à un programme dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel en Suisse pour repenser l'éducation numérique pour les jeunes enfants. Et il y avait un apprentissage du codage sans outils numériques. C'était un grand damier sur le sol, et puis un enfant était devant une table avec un damier identique, et il guidait en donnant avec des lettres et des chiffres, il guidait les déplacements d'un autre enfant sur le sol, d'une manière à initier, comment dire, à initier la manière dont une information peut passer d'un espace à un autre dans un circuit. Alors, l'utilisation de l'outil numérique est un vrai sujet sociétal, touche même de réfléchir, etc. Que pensez-vous des publicités des acteurs du numérique qui se présentent cet outil comme un lien social ou comme un outil pédagogique? Ben, oui, alors bien sûr, c'est business, oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que j'en pense? Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme le vendeur de voitures d'occasion qui n'utilise jamais une voiture du parc qu'il vend. Voilà, c'est pareil. Oui, bien sûr, non, c'est pas indispensable au lien social, bien sûr, bien sûr. Alors c'est un outil pédagogique. Si vous voulez, le problème, c'est que aucun outil numérique aucun outil numérique, enfin que les outils numériques, comme d'ailleurs le livre, ont une efficacité pédagogique bien plus importante quand ces outils, comme le livre, qui est un outil, rentrent dans un accompagnement. C'est pour ça que lire des histoires avec les enfants, quand ils sont petits, c'est très très important. Mais il a été montré que dès l'âge de 4 ans, lire une histoire à un enfant sur tablette, eh ben, c'est équivalent à lire une version sur papier. Mais ce qui est important, c'est que le parent soit autant présent à l'enfant quand l'histoire est sur tablette que quand l'histoire est sur papier. Or, beaucoup de parents ne le peuvent pas. Si l'histoire est sur papier, ils s'accordent le droit de broder un petit peu, de modifier leur voix pour faire le loup, etc. Et si l'histoire est sur tablette, ils ont tendance à faire confiance à la machine. C'est une erreur. L'important, c'est toujours l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle la coimmersion, le fait qu'un enfant
l'enfant n'apprend bien qu'accompagné par un adulte qui est en co-immersion avec lui. C'est-à-dire que l'adulte participe aux actions, aux émotions qui sont présentées, soit sur le livre papier, soit sur l'outil numérique. C'est pour ça qu'un conseil majeur qu'on donne à 3, 6, 9, 12, c'est parler avec les enfants, ce qu'ils voient et font avec les écrans, hein, pas du tout pour les contrôler dans ces activités, mais simplement pour permettre à leurs enfants de reformuler ce qu'ils ont vu, reformuler ce qu'ils ont compris, et en le reformulant, accéder à la possibilité de l'intégrer dans leur vie mentale, parce que le fait de lire, ou le fait de voir ne s'intègre à notre vie psychique que si on a la possibilité de le reformuler à notre façon en parlant. C'est pour ça que lorsqu'on voit un film ou un événement de la vie quotidienne qui nous émeut beaucoup, on cherche aussitôt quelqu'un à lui en parler parce qu'on a besoin de trouver nos propres mots pour inscrire cet événement dans notre vie personnelle, notre mémoire personnelle. L'éducation nationale oblige les enfants et les parents, les infos, disparition via Pronote. Oui, Pronote, Pronote, c'est une catastrophe. Et vous avez vu que la commission Macron avait suggéré limiter l'accès à certaines heures. Voilà. La lumière bleue, les fils des lunettes de vue. Oui, alors à 30%, paraît-il. C'est pas inutile, hein, mais ça ne résout pas tous les problèmes. En revanche, vous avez aussi un petit logiciel qui s'appelle Fiat Lux, je crois, qui vous permet de baisser votre intensité lumineuse, hein, d'aller dans des tons de rouge. Parce que si vous baissez le bleu, vous allez dans le rouge, hein, et si vous enlevez le bleu de votre écran, vous verrez plus rien. Le bleu, c'est la lumière qui permet d'y voir. Et donc, vous pouvez en revanche sur votre écran, quand le soir tombe, baisser un petit peu la lumière et qu'il soit moins éclatant et qu'il soit plus dans des lumières un peu rouges. Voilà. Former les parents, ben oui, bien sûr, former les parents. Je vous disais tout à l'heure, l'accompagnement à la parentalité, il concerne aujourd'hui absolument tous les parents, mais former des personnes ressources dans les écoles, ça peut être aussi des personnes ressources, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et puis les parents aussi peuvent se former entre eux. Moi, je dis toujours, surtout, ça va devenir encore plus important avec l'intelligence artificielle, parce qu'on voit comme il y a des disparités dans la compréhension que les gens ont. Selon que vous avez accompagné le numérique ou pas, vous êtes plus ou moins en état de comprendre aujourd'hui les bouleversements de l'intelligence artificielle. Il faut faire des groupes. Voilà, il faut que les parents prennent l'initiative de se regrouper. Il y a déjà dans les écoles des associations de parents, mais il faut qu'ils prennent l'initiative de faire des groupes d'information mutuelle, de soutien mutuel. Vous savez, un parent peut très bien demander dire à d'autres parents, mon fils a 8 ans, et il veut un jeu vidéo, qu'est-ce que je lui achète? Il y a d'autres parents qui vont peut-être pouvoir dire, ah ben ça je sais, parce que je me suis posé beaucoup la question, je me suis beaucoup informé, j'ai acheté tel jeu à mon enfant, et c'est formidable, on joue tous les deux, c'est vraiment bon jeu. Voilà. Donc, personne n'a la réponse à toutes les questions qui se posent aujourd'hui aux parents, ni aux enfants d'ailleurs, et il faut le plus possible faire fonctionner l'intelligence collective, et ça va être encore plus important avec la place de l'intelligence artificielle. Voilà, je crois que le temps nous oblige à nous arrêter. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention, c'était très intéressant et je pense que toutes les auditrices et auditeurs sont ravis d'avoir entendu votre présentation et vos réponses également. Voilà, au revoir. Merci à vous de votre attention. Belle soirée à vous et Bonne puis continuation. à vous aussi.